Merci Philippe. Bonjour à toutes et à tous. Je remercie les organisateurs de m'avoir invité en tant que voisin à venir vous présenter, alimenter en fait la discussion sur la base de l'exemple de la Suisse. Je suis moi-même ingénieur civil, donc ingénieur structure. Je suis actif d'une part à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, où on a des projets en commun d'ailleurs avec Philippe Guéguin, et puis dans un bureau d'études de la pratique, le bureau Exigo à Écublens. Dans ce que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, ce sera de voir quelles sont les conditions suisses, on verra qu'elles seront très comparables à celles qu'on a à Grenoble, et puis de voir l'approche qu'on a utilisée en Suisse, en particulier pour les bâtiments existants, et ensuite quelques exemples de confortement ou de non-confortement, de renoncement au confortement par rapport à la procédure qu'on utilise. Alors si on regarde l'aléa au niveau suisse, on est aussi dans une condition d'aléa modérée. En Suisse, on a 5 zones sismiques. Nouvellement, la zone la plus élevée vous concerne aussi, hein, c'est le Valais. Donc on est en Valais dans la zone 3B avec une accélération du sol qui est de 1,6 m par seconde au carré, qui correspond aux 16% de G, donc la même qu'à Grenoble, si je ne fais erreur, hein, c'est la même. Et puis l'autre zone qui nous concerne ensemble, c'est la zone de Bâle, qui est un petit peu en dessous, mais qui concerne également la ville de Mulhouse, évidemment. Et on ne le sait pas, je pense qu'on vous le répète, mais je vais le redire encore une fois, le séisme de Bâle de 1356 est le séisme le plus élevé jamais enregistré au nord des Alpes. Hein, donc c'est un séisme important. Dans la région du Valais, on attend, pour fixer un peu l'ordre des idées, un séisme de magnitude 6 tous les 100 ans. Il y a une séquence de séismes, il n'y a pas de faille qui a été répertoriée, mais il y a une séquence de séismes de tous les 100 ans, approximativement, et le dernier a eu lieu en 1946. Donc on attend dans les prochaines années un séisme important, ou si on veut, si d'ici 2050 il n'y a pas eu de séisme de magnitude 6, on serait très étonné. Mais comme l'a dit Philippe tout à l'heure, personne ne sait quand il va survenir, ni où il va survenir, parce qu'on en a eu partout dans le canton, que ce soit en Haut-Valais vers Viège, Sion étant le dernier, à Martigny, voire même dans le canton de Vaud. Donc la position, la localisation du séisme est inconnue. Par rapport à... Il faut que j'explique un petit peu les conditions en Suisse. On a un certain déficit par rapport à vous, même si on a le même type de bâtiment. Par rapport à l'Europe du Sud, on a des bâtiments qui sont très semblables en Europe du Nord, en particulier en France et en Suisse, avec une grande partie de bâtiments en béton armé, des voiles, que nous on appelle refends, mais c'est des voiles en béton armé, et puis une grande partie de maçonnerie non armée, avec des planchers rigides, ce qui correspond à peu près à ce que vous avez aussi ici en France. La différence importante étant que nos bâtiments sont moins élevés, on a rarement des bâtiments qui dépassent une dizaine d'étages, nos villes sont plus petites évidemment. Un élément qu'on n'a pas en Suisse malheureusement, c'est la maçonnerie confinée que vous connaissez ici en France et qui est un bon matériau, un bon moyen de construire parasismique. Donc nos constructions sont assez semblables. En revanche, au niveau législatif, comme vous le savez, la Suisse, tout est cantonal, le droit de la construction est cantonal, donc chaque canton a un droit de la construction différent, des spécifications différentes. Et puis au niveau suisse, nos normes qu'on appelle les SIA, elles ont été très pauvres au niveau sismique. Donc jusqu'en 1970, il n'y avait rien du tout dans les normes suisses. Et puis en 1970, il y a eu une première intervention, mais qui était quasiment nulle, puisqu'on appliquait 2% ou 5% en horizontal du poids du bâtiment. On sait maintenant que c'est quasiment négligeable. En 1989, on a eu une première mouture de normes qui étaient conventionnelles, mais qui étaient relativement bonnes. Malheureusement, elles n'ont pas été, de manière très large, pas appliquées, parce que l'autre différence importante en Suisse, c'est qu'on n'a pas de contrôle. Toutes les constructions se font sans contrôle, on ne connaît pas les bureaux de contrôle, ni le système des prüfs ingénieurs comme on les a en Allemagne. C'est l'ingénieur qui est responsable de sa construction. Et si l'ingénieur décide qu'il n'y a pas de séisme, ce qui a été pendant très longtemps finalement un parti pris, en tout cas dans le plateau géographique, eh bien il n'y a pas de dimensionnement sismique. Donc on s'est retrouvé uniquement en 2003 avec une version moderne, très proche des Eurocodes,
Nos normes sont compatibles avec les Eurocodes, elles s'appellent 260 et suivantes. Par exemple, la norme 261 correspond à l'Eurocode 1 où sont spécifiées les actions pour toutes les structures. Et alors là, au fil des années, j'ajoute ici un chiffre, on devrait à terme avoir aussi les Eurocodes. Parce qu'on a signé des accords, c'est au-delà en fait de la communauté, on ne fait pas partie de la communauté européenne, mais ce sont des accords plus généraux, on fait partie du comité européen de normalisation, et à terme, on devrait aussi prendre les Eurocodes. Il n'y aura pas un énorme problème, mais on freine un peu, parce qu'on est très jaloux de nos normes, elles sont... ça se résume à 5-6 fascicules, alors que si vous regardez les Eurocodes, vous en avez 10 fois plus, et c'est beaucoup plus compliqué à utiliser. Donc on est assez jaloux de ça. Par contre, alors, on a vraiment un déficit au niveau législatif, et la conséquence, c'est que si on regarde la répartition ici des bâtiments par rapport à leur construction, on a eu aussi, mais c'est très semblable à ce que vous avez vécu, un boom des constructions dans les années 50, 60, 70, 80, et toutes ces constructions ici ont été faites sans tenir compte du séisme. Et finalement, il n'y a qu'une infime proportion de bâtiments qui ont été construits potentiellement avec un dimensionnement sismique, mais on ne le sait même pas. Et si on regarde ici, vous avez pour le cas de Bâle, la grandeur horizontale du rectangle correspond à la force qu'il faut prendre en compte dans le dimensionnement. Donc j'ai dit jusqu'en 1970, il n'y avait rien, mais il y avait quand même le vent. Donc le dimensionnement au vent a été effectué. Donc il y a une petite résistance, mais par rapport aux nouvelles normes, on a aussi une connaissance plus approfondie de la sismologie et on sait qu'on doit prendre en compte 2-3 fois plus d'efforts. Donc très clairement, tous nos bâtiments sont problématiques potentiellement du point de vue sismique. Et l'aspect, on a dû mettre en place une réflexion au niveau de la SIA. L'aspect important, c'est qu'au niveau du parasismique, pour les constructions neuves, ça coûte quasiment rien de faire parasismique ou pas. On avance souvent un chiffre de 1% du gros œuvre, seulement de la structure du bâtiment, donc qui correspond à peu près à la moitié de la valeur du bâtiment, donc c'est quasi rien par rapport aux gains qu'on a. Donc sur des bâtiments neufs, il ne faut pas se poser de questions, il faut construire parasismique. En revanche, pour des constructions existantes, le coût d'un confortement, il est très élevé. Il peut aller jusqu'à 10, 15, 20, 25% de la valeur du bâtiment. Et très clairement, étant donné ce qu'on a vu tout à l'heure, où la majorité de nos bâtiments ne répondent pas aux nouvelles normes sismiques, on n'a pas les ressources, pas uniquement financières, mais on n'a pas les ressources pour pouvoir les renforcer tous. On n'a pas suffisamment d'ingénieurs, on n'a pas suffisamment d'entreprises, on ne serait pas capable d'amener tout le parc immobilier au niveau des nouvelles normes sismiques, ce n'est pas possible. Donc on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on fait? On a des bâtiments qui ne répondent pas à 100% aux exigences des bâtiments neufs. Est-ce qu'il faut qu'on les évacue tous? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc c'est une réflexion qu'on a menée à partir de 2004 dans un document qui s'appelle la SIA 2018, qui est maintenant remplacé par la SIA 269.8, et qui propose une approche qui est basée sur le risque. On propose de regarder quelle est la résistance effective du bâtiment avec un paramètre qui s'appelle le facteur de conformité. Donc si on a un facteur de conformité de 0,5 ou 50%, ça veut dire que le bâtiment satisfait à la moitié, 50%, des prescriptions pour les nouveaux bâtiments. Si vous voulez, il résiste à 50% des efforts qui seraient prévus pour un nouveau bâtiment. Alors on s'est posé la question, mais est-ce que c'est problématique? Est-ce que le séisme ne revient en fait que tous les 500 ans, ou 475, comme l'a dit Philippe? Est-ce que c'est vraiment problématique d'avoir des bâtiments qui ne répondent qu'à la moitié des prescriptions? Alors, la démarche, ça a été de regarder au niveau du risque individuel. Ce qu'on veut absolument éviter, c'est que les personnes qui sont dans un bâtiment, ou dans un bâtiment occasionnellement, ou toujours, quasiment dans leurs habitations, que les personnes ne prennent pas plus de risques en étant dans le bâtiment que les risques qu'ils sont habitués à prendre dans la vie courante, comme ceux qu'on accepte quand on prend l'avion, par exemple, ou quand on prend la voiture pour se déplacer. Donc on ne veut pas aller avec un risque plus important. Par contre, si on est en dessus, finalement, ça fait partie de la vie.
Et dans une sismicité modérée, la majorité des bâtiments vivront leur vie sans subir de séisme. Donc on peut dire que c'est pas dramatique, c'est pas bon, c'est pas dramatique, mais on va se poser la question, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est vraiment efficace d'aller faire un renforcement? Et là, l'efficacité, par rapport à une notion de proportionnalité, on va regarder par rapport au coût de sauvetage. C'est-à-dire, quelle est finalement l'efficacité du renforcement par rapport finalement aux vies potentiellement qu'on peut sauver si le renforcement est efficace. Et puis, il y aura des recommandations d'intervention. Donc, comme je l'ai dit, on a regardé le risque individuel. Donc, le premier principe, c'est de regarder la probabilité de mourir à l'intérieur d'un bâtiment due à un séisme. Et il y a une valeur que Philippe Guéguin a donnée tout à l'heure, c'est le fameux 10 puissance moins 5, qui correspond à peu près au risque de décès qu'on prend quand on prend l'avion. Maintenant, c'est plus tellement d'actualité, mais si on prend l'avion, on accepte de prendre ce risque. Donc, il n'y a pas de raison que finalement, on prenne à peu près cet ordre de grandeur comme limite inférieure ou limite supérieure. Et puis ensuite, on va regarder les mesures. Donc, on va chiffrer les coûts des mesures de renforcement, et puis on va voir quelle est la réduction du risque, qu'est-ce qu'on gagne par rapport au risque, et puis ensuite on va regarder les coûts de sauvetage, simplement le rapport entre cette réduction du risque, et puis les coûts de sauvetage qu'on va exprimer en francs ou en euros par vie humaine sauvée, avec là aussi une limite qui est fixée à 10 millions de francs par vie humaine sauvée, sachant que le fait de renforcer un bâtiment, comme le séisme ne revient que tous les 500 ans, fait que statistiquement, on sauve des fractions de vie humaine. On sauve un millième de vie humaine. On sauve un 10 millième de vie humaine. Donc, ce n'est pas 10 millions, hein, le chiffre qu'on obtient à la fin, mais c'est le critère qu'on utilise. Donc, on a une courbe qui a été établie. Alors, sur la base, vous avez ici le facteur de conformité qui va de 0, donc des bâtiments très faibles, jusqu'à 1, ici, qui seraient des bâtiments qui correspondraient aux prescriptions pour les nouveaux bâtiments. Et puis évidemment, cette courbe ici, elle augmente, le risque ici augmente si le facteur de conformité descend, si le bâtiment n'est pas suffisamment résistant. Ici, vous avez le facteur de risque qui est exprimé en probabilité de décès par année avec le fameux 10-5. Ici, faites attention, c'est une échelle logarithmique ici, donc ça monte très vite. Et puis, alors, cette courbe a été établie sur la base de quelques cas, c'est plutôt à dire d'experts, on a cette courbe, et puis on a fixé une limite à la probabilité au-dessous de laquelle on ne veut pas, ou au-dessus de laquelle on ne veut pas aller, qui est le fameux 10 puissance moins 5, comme l'a dit Philippe tout à l'heure. Donc, en lisant ici sur cette courbe ce 10 moins 5, on arrive à la conclusion que la limite, le seuil de facteur de conformité, c'est 0,25 ou 25%. Donc, ce qui veut dire qu'on va mettre une limite ici à 25% et que si le bâtiment est moins résistant que 25%, on ne se pose pas de question, le bâtiment est trop dangereux, les gens prennent plus de risques dans le bâtiment, on doit renforcer, il y a une obligation de renforcer. Si on est en dessus, eh bien là, le bâtiment n'est pas bon, mais il n'est pas suffisamment dangereux, pas suffisamment préoccupant, on va tester si la mesure est suffisamment efficace pour qu'on puisse recommander de l'implémenter, sachant qu'ici, on doit faire une priorisation. On n'a pas les ressources pour renforcer tous les bâtiments. Il va falloir cibler, en fait, les bâtiments importants sur les bâtiments sur lesquels on aura une influence importante. Et puis, si on est au-dessus de 0,8 ou 0,7, on sait que de toute façon, c'est quasiment 1, donc il ne faut même pas se poser la question s'il y a un besoin de confortement. Et puis, il y a une deuxième ligne ici qui a été rajoutée, c'est que pour certains bâtiments, alors ceux qu'on appelle la classe d'ouvrage 3, mais qui correspondent à la classe de bâtiment 4 dans l'Eurocode 8, c'est des bâtiments importants, l'AS10, hein, les bâtiments des pompiers, je crois que c'est comme ça que vous dites, hein, les bâtiments des pompiers, la police, les hôpitaux, eh bien, eux, on ne peut pas se contenter d'un 25%, on va prendre un 0,4. Et on l'a aussi mis pour les écoles, parce que dans le cas des écoles, on sait très bien que si finalement il y a des enfants qui sont impliqués dans le cas sismique, s'il y a des dégâts sur les enfants, eh bien ça a plus
d'impact émotionnel sur la société. Donc on va mettre la latte un petit peu plus haut au niveau des écoles. Donc si on résume, on va regarder le facteur de conformité, donc on va faire un calcul, savoir jusqu'à quel niveau notre bâtiment est capable de résister, et on va comparer ce niveau de résistance par rapport à celui que devrait satisfaire un bâtiment neuf, et puis ensuite on va essayer de voir au niveau de la réduction du risque, de voir dans quelle catégorie on se trouve. Si on se trouve dans la catégorie entre 0 et 0,25, on est dans la partie rouge ici, le bâtiment est préoccupant. Donc il faut renforcer à coup sûr, on ne se pose pas de questions. Si on se situe dans la zone jaune, ici entre 0,25 et 0,7, eh bien le bâtiment n'est pas bon, mais ce n'est pas suffisamment préoccupant pour qu'on doive intervenir immédiatement. Donc on va tester l'efficacité des mesures. Et puis si on est dans la zone verte, ici, le bâtiment est quasiment comme un bâtiment neuf, il y a une incertitude importante. De toute façon, il y a tout ce qu'on pourrait proposer comme renforcement serait de toute façon trop onéreux. Donc, c'est la base sur laquelle... Donc on va cibler, on essaye de cibler les bâtiments sur lesquels c'est vraiment efficace d'intervenir. Et vous avez un recueil d'exemples qui a été publié en 2008, qui se trouve sur le site de l'Office fédéral de l'environnement. Alors, je ne sais pas s'il y a une parade secrète sur le site de l'Office fédéral pour éviter les pirates informatiques, mais c'est quasiment impossible de trouver un document sur ce site. Donc, j'ai donné le PDF aux organisateurs qui pourront vous le transmettre. Donc, ce document est à disposition. On va revoir quelques exemples, mais vous avez une petite explication des notions justement sur le risque. Faites juste attention, ce document a été écrit en 2008, publié en 2008, donc qui se réfère à l'ancienne version de la SIA 2018. Il y a eu quelques adaptations avec la nouvelle version 269.8, en particulier justement les écoles, dont le seuil minimum a été augmenté à 0,4 à la place de 0,25. Et puis on a des structures qui, elles aussi, sont plus importantes sans être de la classe d'ouvrage 3 ou de la classe de bâtiment 4, par exemple des sous-stations, comme justement sur le titre, où on peut aussi exiger un 0,4. Donc, premier exemple, peut-être extrême, c'est un bâtiment à Bâle. Le bâtiment stratégique, c'est justement la centrale des pompiers, qui a été en fait isolée sismiquement. Donc là, c'est vraiment l'extrême de ce qu'on peut imaginer. Il n'y a pas eu vraiment de calcul de proportionnalité ici, parce qu'il y a une décision politique. C'est la centrale, elle est au centre de la ville, c'est le centre des pompiers, elle est bien située, et puis on ne pouvait pas la changer de place. Et puis en plus, le bâtiment est classé historiquement, donc on ne pouvait rien faire sur le bâtiment. Et la seule solution ici, c'était d'isoler le bâtiment, c'est-à-dire de mettre des appuis glissants au niveau des porteurs. Donc c'est un gros travail, il faut aller, c'est des travaux importants. Il faut aller sous le bâtiment, couper les porteurs, mettre des vérins, introduire ces appuis glissants pour en fait isoler complètement le bâtiment du sol. À ce moment-là, c'est l'idéal parce que finalement, le sol bouge, le bâtiment reste sur place. Vous n'avez quasiment plus d'efforts sur le bâtiment. Il y a une partie des coûts importants qui interviennent dans ce cas-là, et en particulier pour une centrale de pompiers, c'est que comme le sol bouge et que le bâtiment reste sur place, vous avez toutes les conduites qui doivent absorber des déplacements de l'ordre de 20 à 30 cm. Ce n'est pas aussi évident que ça dans ce type de structure. C'est une partie des coûts qui est cachée là-dedans. Mais grosso modo, on arrive ici à 3 millions. Alors, c'est des francs suisses, mais vous pouvez traduire quasiment en euros à l'heure actuelle. Donc, 3 millions de francs, mais pour un bâtiment stratégique, avec une décision de ne pas le bouger, et on ne pouvait rien faire. Donc, voilà un exemple extrême. Un autre exemple, ou plutôt deux autres exemples, c'est des écoles dans la région de Montaix, donc c'est le Chablais valaisan, pas tout à fait en zone 3B, on se trouve ici en zone 3A, mais tout près. Il y a un microzonage, justement, avec des amplifications importantes dans la vallée du Rhône, justement. Le premier exemple, c'est l'école supérieure de Montaix, que vous trouvez ici, avec une ancienne image. C'est intéressant parce qu'il y a en fait deux parties. Vous avez une ancienne partie qui a été construite dans les années 1900, qui est un bâtiment standard de maçonnerie de pierre naturelle, des gros murs, et puis des planchers souples en bois. Et puis, en 1960, il y a eu une extension qui a été faite de manière moderne, et cette extension, elle est justement moderne, elle a des briques de terre cuite,
et puis des planchers rigides. Et c'est assez intéressant parce que quand on fait le calcul de la tenue de ces bâtiments, on arrive à des facteurs de conformité assez intéressants au niveau de... C'est pas un très grand bâtiment, les murs sont épais, il n'y a pas beaucoup de masse au niveau des planchers. Le gros problème, c'est la rupture hors plan, mais avec l'épaisseur des murs, vous n'avez pas de souci. On arrive aux alentours de 0,8 comme facteur de conformité pour l'ancienne partie, donc là, on est quasiment à 1, il n'y a rien à faire. En revanche, pour la partie la plus moderne, parce que justement, on n'a pas doublé le mur, ici, on a des problèmes de torsion, eh bien, le facteur de conformité, donc la résistance, le pourcentage de résistance par rapport à ce que devrait satisfaire un bâtiment neuf, c'est 15%. Donc c'est très bas, c'est en dessous de 0,4, donc ici, il faut proposer un renforcement. Pour la partie, en fait, la partie dite neuve, ici, la partie moderne. Donc là, on est obligé de renforcer. Alors il y a eu, on devait en plus, comme c'était une modernisation du bâtiment, assurer les voies de fuite en cas d'incendie, donc rajouter une cage d'escalier, ce qui a pu être utilisé comme élément stabilisateur, en la faisant en béton armé, fermé. Vous voyez qu'il y a un mur de grimpe qui a été intégré, donc on peut aussi intégrer des éléments intéressants. Mais si on met que cet élément-là, après, on a affaire à de la torsion. Donc on ne peut pas uniquement se contenter de cet élément. Et il a fallu en fait rajouter, ici on le voit, j'espère que ça se voit mieux ici, il y a un mur en béton, ici un voile en béton ajouré qui a été rajouté sur l'autre façade. Et les coûts, alors on passe de 0,15 à un facteur de conformité de 1, donc quasiment la conformité, avec des coûts à peu près d'un demi-million d'euros. Une grande partie des coûts ici est intégrée dans les fondations. C'est un point important parce qu'il faut, en fait, on reprend des efforts qu'il faut ensuite ramener au sol avec des micropieux, et c'est souvent là où se cache l'essentiel des coûts. Un deuxième exemple, aussi intéressant, c'est à Montaix, dans la même ville, mais à un autre endroit, et vous avez là aussi un bâtiment scolaire avec plusieurs parties, des salles de gym, qui n'étaient pas forcément problématiques, mais le bâtiment principal ici, malgré le fait qu'il n'était pas très élevé, en fait c'est un vrai soft story, parce que vous n'avez pas de résistance au niveau du rez-de-chaussée. Le facteur de conformité est très bas, là aussi, de l'ordre de 10%, donc très nettement au-dessous du seuil minimum pour une école, qui est de 40%. Et donc, il faut proposer ici des renforcements. Alors, je vais essayer de voir si ça marche. Échappe, et puis ensuite, je viens là. Je viens normalement ici. Comment est-ce que j'accède aux vidéos ? Je clique 2 fois dessus. Voilà, ok, alors voilà, vidéo. Je clique aussi 2 fois dessus. Donc voilà, vous avez l'état de départ où on a... Alors c'est très clairement un soft story, donc ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'on a ici quelque chose qui approche les 10%. Et puis si on prend... Alors comment on doit faire échappe, je pense. On doit fermer. Vas-y, je te trouve. Fais-moi le deuxième. Ouais, merci. Donc il y a un premier... C'est intégré dans la présentation, mais il y a eu quelques problèmes techniques. Donc, en fait, on a rajouté ici 2 noyaux en béton armé qui ont permis aussi d'agrandir en fait l'offre des salles de classe. Donc, ça a permis aussi d'avoir un supplément. Mais si on n'avait que ces 2 noyaux ici, c'était l'objet de la vidéo qui manque, en fait, on a trop de torsion. Et pour éviter cette torsion, on a rajouté ici des contreventements aux extrémités de manière à bloquer la torsion. Et c'était la seule manière d'arriver en fait au facteur de conformité. Alors ici, avec juste les 2 noyaux, ça ne va pas, il y a trop de torsion. Donc on rajoute des contreventements et puis les contreventements ont été acceptés, donc le confortement a été accepté. Et puis au niveau architectural, il y a eu encore une volonté supplémentaire, alors ça fera plaisir à Marc Givry, je crois qu'il doit être dans la salle, donc il y a eu une contrainte architecturale supplémentaire de ne pas faire des contreventements standards, mais de faire des sortes d'origami. Alors ça fait plaisir à l'architecte, moins à l'ingénieur, parce que c'est compliqué à calculer.
mais ça donne un excellent résultat. De nouveau, une grande partie des coûts de ces deux éléments est incluse ici dans les fondations. Il y a énormément de travaux dans les fondations avec des pieux. Donc vous voyez le résultat, il est pas mal. Ça donne quelque chose d'assez intéressant, d'aérien, donc c'est joli. Ça valait la peine de faire des calculs en plus. Donc les coûts ici, c'est environ 13% de la valeur du bâtiment, ce qui correspond à 1,6 million de francs ou d'euros. Donc voilà les coûts qui ont été investis ici dans ces collèges. Alors maintenant, deux exemples. Un premier à Genève. Donc ici, on se trouve dans des zones inférieures. À Genève, il y a un besoin justement d'augmenter la surface locative. C'est un problème récurrent au niveau de Genève. Et il y a souvent des surélévations. Et c'est à ce moment-là qu'on se pose la question, ouais, mais est-ce que le bâtiment, on veut le surélever, mais est-ce qu'il est bon du point de vue sismique? Alors c'était le cas de ce bâtiment-là, un bâtiment de 7 étages, typique des années 60, en maçonnerie, plancher rigide. Et puis, en plus, comme souvent, on a des joints de dilatation sur les planchers. Alors, ce n'est pas trop dramatique parce que le risque, c'est d'avoir un entrechoquement avec un dégât localisé. Donc, ce n'est pas problématique si les planchers sont au même niveau. Je rappelle que le dimensionnement sismique ou l'évaluation sismique, le but, c'est que le bâtiment ne s'effondre pas, que les gens puissent sortir. C'est vraiment sauver la vie humaine. S'il y a des dégâts, on ne peut pas garantir que le bâtiment soit directement habitable après coup. Donc, ce bâtiment a été analysé. Vous avez ici les 7 étages avec les planchers rigides, et puis c'est plutôt la partie B dans laquelle, comme c'est souvent le cas, c'est la direction longitudinale qui est problématique parce que vous avez entre les appartements des cloisons qui permettent justement des cloisons coupe-feu qui jouent aussi leur rôle dans la stabilisation sismique. Et puis là, le résultat, alors c'est un spectre de réponse, comme vous expliquait tout à l'heure Étienne Bertrand, mais c'est une manière d'évaluer de manière un peu détaillée, en déformation, je ne veux pas m'étendre dessus, mais le résultat, ici, ça c'est la courbe de capacité du bâtiment, on peut aller jusqu'à 22 mm de déplacement, mais le séisme en demande le double, on demande 44 mm, donc le facteur de conformité, c'est la moitié, donc 50%, 0,5. Alors ce bâtiment-là, il se trouve dans la zone jaune, c'est-à-dire qu'il n'est pas préoccupant, on est largement au-dessus du seuil minimum, et puis s'il faudrait l'amener plus haut, il faudrait renforcer tout le bâtiment, donc c'est très clairement pas efficace. Donc la conclusion, c'est on ne fait pas de renforcement, on laisse ce bâtiment tel quel, on accepte en fait ce risque et on peut faire la surélévation. Pardon ? Ah oui, alors oui, merci de la remarque. Alors, en fait, et c'est de manière assez générale, la surélévation n'a pas d'influence significative sur le comportement sismique. Parce que, d'une part, on rajoute de la masse, mais c'est souvent de la masse, c'est légère, c'est des surélévations en bois, voire en acier, qui sont relativement légères. On ajoute un peu de masse, mais on flexibilise un peu le bâtiment, ce qui fait que souvent les deux effets se compensent du point de vue sismique et que le résultat est quasiment le même que vous soyez à l'état actuel ou à l'état surélevé. Donc c'est pour ça qu'on peut conclure que la surélévation, évidemment que c'est valable que si on surélève d'un, 2 niveaux sur un bâtiment de 7, si on surélève de 4 niveaux sur un bâtiment qui a déjà 4, on ne peut pas faire ce genre de réflexion. Un dernier exemple ici, c'est un bâtiment du campus de l'EPFL à Lausanne, assez intéressant parce qu'il comporte un microzonage, comme l'a expliqué Étienne Bertrand. Donc c'est le bâtiment d'informatique que vous trouvez ici, qui a été construit dans les années 80, bâtiment en béton armé. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a un microzonage, mais qui a évolué, parce que chez nous, c'est le service sismologique suisse qui est responsable de l'aléa sismique en Suisse. Et le service sismologique suisse a réévalué l'aléa en 2015, la remontée, donc les éléments de base, comme a expliqué Étienne Bertrand, l'aléa au rocher a été augmenté, donc finalement, au final, on se trouve aussi avec un aléa beaucoup plus élevé, c'est la courbe rouge ici. Donc on avait une situation où, avec la SIA 2018, le bâtiment, malgré que c'est un bâtiment scolaire, même si c'est une école polytechnique, on considère ça comme un bâtiment scolaire, avec le spectre vert, on était en dessus de 0,25, donc pas besoin de renforcement.
Et puis, on a réévalué le bâtiment avec le spectre rouge. Vous voyez la différence ici, qui est extrêmement importante. On se retrouve avec un facteur de conformité qui est inférieur, donc on baisse le facteur de conformité, puis en même temps, on monte le seuil à 0,4. Donc au final, on se trouve en dessous de 0,4, et finalement, on devrait renforcer. Alors, on a des cartes quand même à disposition. Là, c'était une analyse en force. On peut faire une analyse plus détaillée. C'est une analyse en déplacement qui demande un peu plus d'effort au niveau calcul, mais qui permet de mieux approcher le comportement du bâtiment, et c'est ce qu'on a fait ici. Donc on a essentiellement, vous avez ici une vue en plan du bâtiment, avec ici une élévation. Essentiellement, on a une cage d'ascenseur, et puis un voile ici en béton armé, qui permettent d'assurer en fait la stabilisation dans le sens transversal. Ici, on a des voiles, mais c'est des gaines techniques, et les connexions avec la structure porteuse n'est pas suffisante pour les considérer dans l'analyse sismique. Donc on a aussi les plans d'armature. C'est assez intéressant parce qu'on ne fait plus ça maintenant. On a les armatures horizontales qui sont à l'intérieur. C'est ce qu'on faisait avant. Donc ça, c'est aussi un détail d'armature qui est déficient. Et puis surtout, le grand problème dans les bâtiments en béton armé, de manière récurrente, je pense que vous avez la même chose en France, Philippe me contredira, mais c'est qu'au niveau de la connexion entre la fondation et puis le voile, on a un recouvrement. Donc une connexion d'armature, et ça, c'est pas bon du point de vue sismique, parce que c'est là où vous aurez les plus grandes sollicitations, et ça limite la capacité de déformation. Si on fait un bâtiment neuf, on évite justement de faire ces connexions, on passe l'armature tout droit, et c'est la base en fait du dimensionnement en capacité. Mais dans les bâtiments existants, on a chaque fois cette déficience qui limite en fait la capacité de déplacement, la capacité de déformation au niveau de la rotule plastique. Alors on a fait une analyse détaillée en déplacement. Alors vous avez les courbes de capacité ici. Je ne vais pas m'étendre beaucoup, mais vous avez la cage d'ascenseur qui est relativement flexible, donc elle peut aller très loin, c'est une bonne section. Et puis le refend, le voile, ici, qui est relativement long, qui lui est très rigide, mais qui a une capacité de déplacement relativement faible, justement à cause de ce détail d'armature récurrent qui est déficient. Donc au final, la courbe de capacité n'est pas très bonne, mais on doit tenir compte de la torsion. Si on fait bien notre travail, et là vous avez un spectre qui a une tête un peu bizarre, mais c'est un spectre de microzonage. Donc nous, on les utilise aussi pour le bâtiment neuf, c'est pour les bâtiments existants, pas uniquement pour le bâtiment neuf. On utilise aussi les spectres de microzonage. Et ici, on arrive à la conclusion que finalement, en analysant plus en détail le bâtiment, on met en évidence un facteur de conformité de 0,7, donc on ne fait rien. Donc finalement, ce bâtiment, il n'y a rien à faire au niveau sismique. 0,7, ce n'est pas 1, mais ce n'est pas suffisamment préoccupant pour qu'on intervienne et qu'on fasse quelque chose du point de vue sismique. Dernier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est de voir est-ce que véritablement ça vaut la peine d'investir dans le bâtiment existant. On m'a dit qu'il y a eu une étude en France qui a été faite, qui a été commandée par le ministère, qui se posait la question, est-ce que ça vaut la peine dans les bâtiments neufs de faire quelque chose, de suivre les prescriptions sismiques? Alors là, on peut répondre tout de suite, je ne dis pas contre l'étude, l'étude a été bien faite, mais c'est contre la question. C'est un peu stupide de se poser cette question-là, puisqu'on a vu, ça ne coûte rien, ça apporte une sécurité supplémentaire, ça n'a pas de sens de ne pas construire parasismique au niveau du neuf. Mais au niveau de l'existant, on peut se poser la question. Essentiellement, dans des régions comme les nôtres à sismicité modérée, où le séisme de référence revient tous les 500 ans, approximativement, on pourrait se dire, mais finalement, on ne fait rien sur le bâtiment existant, on fait toujours sur le neuf, le neuf, on le garde à niveau, mais est-ce que vraiment ça vaut la peine d'aller sur l'existant pour réduire la vulnérabilité, sachant qu'il y a un développement au niveau des villes et que régulièrement, les bâtiments sont remplacés. Il y a un supplément de bâtiments qui intervient. Alors, on a eu l'occasion de tester cette question qui est importante et d'arriver à la conclusion. Alors, je vous garde la surprise pour la fin. Arriver à une bonne conclusion. Alors, on a fait des études, comme Philippe l'a expliqué tout à l'heure, avec une méthode cousine de Vulnéralp, sur deux villes, les deux villes les plus importantes en Valais, c'est Sion et Martigny. En tout, ça fait 50 000 habitants, c'est des villes suisses, donc relativement petites, sur 5 200 bâtiments. Et les études ont été
faite en 2016. Donc les relevés des bâtiments s'arrêtaient en 2015. Et en Valais, comme je vous ai dit, c'est cantonal. Dans la législation cantonale valaisanne, il y a un contrôle systématique qui se fait depuis 2004 au niveau des bâtiments. Pour obtenir le permis de construire, il faut livrer un rapport parasismique. Donc on a la liste des nouveaux bâtiments et puis on sait qu'ils sont bons du point de vue sismique. Donc on a regardé ce qui s'est passé entre 2016 et 2020, et sachant qu'il y a un chiffre qui circule, en tout cas en Suisse, c'est une augmentation de 1% par année. Ça vient de l'Office fédéral de la statistique, c'est un chiffre officiel. Si on regarde en détail, c'est 1% en plus de surface habitable. Ce n'est pas directement transposable au bâtiment, parce qu'actuellement, on construit des bâtiments plus grands, il y a une question de durabilité, donc les bâtiments sont plus grands, ce n'est pas exactement 1% de plus de bâtiments. Certains interprètent ce chiffre comme étant un renouvellement, c'est-à-dire qu'il y a 1% de bâtiments anciens qui sont démolis par année et qui sont reconstruits. Et dans ce cas-là, on peut se dire, si c'est vrai, avec 1%, j'attends 100 ans et puis j'ai résolu mon problème. Par rapport à la période de retour du séisme, c'est dans l'ordre de grandeur, c'est pas totalement... ça peut se défendre comme idée. Mais il faut être sûr qu'on ait 1%. Alors on a regardé ce qui se passait effectivement dans les villes de Sion-en-Martigny, on a répertorié les vrais remplacements de bâtiments, et il se trouve que c'est très nettement inférieur. On a eu de la peine à trouver des cas où il y a vraiment remplacement de bâtiments. Alors, Google est très intéressant à ce niveau-là. Vous avez ici un petit bâtiment à Sion qui a été effectivement remplacé, démoli et remplacé par un bâtiment plus grand en béton armé. Et en fait, il y a entre 0,15 et 0,3% seulement de bâtiments entre les deux villes qui sont effectivement remplacés par année. Donc ça fait tomber en fait la réflexion. Et en plus, il n'y a pas une vraie réduction de la vulnérabilité du bâti, parce que vous voyez, c'est des petits bâtiments pas trop vulnérables, parce que c'est des petits bâtiments, là c'est de la maçonnerie de pierre, avec des planchers bois de 2 étages. Ce bâtiment n'a aucun problème du point de vue sismique. Il a été remplacé par un bâtiment qui n'a pas de problème du point de vue sismique, mais finalement, au niveau vulnérabilité, on n'a rien changé, on n'a rien gagné. Donc, la conclusion, c'est qu'il faut absolument intervenir sur le bâti existant, parce qu'il faut réduire la vulnérabilité. On ne peut pas compter sur le taux de renouvellement des bâtiments. Je suis persuadé qu'en France, les ordres de grandeur sont à peu près les mêmes et qu'on peut transposer cette conclusion ici au niveau français. Donc, en conclusion générale, on a un document qui nous permet d'avoir une approche basée sur le risque, avec un ciblage des bâtiments sur lesquels c'est important d'effectuer un confortement. Donc, il est obligatoire, si on est en dessous d'un seuil. Alors, il y a des grandes discussions. Est-ce que c'est 0,25 ? Est-ce que c'est 0,3 ? Ce n'est pas ça qui est important. C'est qu'il y a un seuil, et ce seuil, il n'est pas 0,7. Il est aux alentours entre 0,25 et 0,3. Et si on est en dessous, alors là, il ne faut pas discuter, il faut renforcer. Conforter, pour le bon terme. On a une proportionnalité qui nous permet d'avoir un critère de coût-efficacité qui nous permet de recommander ou pas le confortement, et c'est quand il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées pour des grands bâtiments que ça vaut la peine, évidemment, d'intervenir. Donc c'est une optimisation de l'allocation des ressources qui sont de toute façon limitées, et on cible en fait les confortements sur les bâtiments importants, par exemple les écoles. Et puis, dernier point, le renouvellement, on ne peut pas compter sur le renouvellement des bâtiments pour pouvoir réduire la vulnérabilité. Il faut intervenir chez nous de manière ciblée sur les bâtiments existants pour réduire la vulnérabilité. Voilà, merci pour votre attention. Merci. Stéphane Cartier du CNRS. La Suisse a eu une approche très intéressante aussi en séparant selon qui est propriétaire des ouvrages. Alors, le niveau fédéral a été obligé de prendre en charge le peu d'ouvrages que le fédéral a. Est-ce que vous avez une approche propriétaire, par exemple à Sion ou autre, sachant qu'on a des propriétaires strictement privés, on a des propriétaires de logements qui sont, comme à Genève, des logements cantonaux, je crois, ou d'offices cantonaux, et puis des bâtiments qui sont des bâtiments publics. Est-ce que vous avez eu cette approche différenciée selon les types de propriétaires ? Oui, alors c'est une des problématiques qu'on a en Suisse, c'est que rien n'est centralisé, c'est tout le contraire, tout est décentralisé.
Donc la Confédération ne peut édicter des directives que sur ses bâtiments à elle. Alors c'est essentiellement les bâtiments de l'armée, qui est un gros propriétaire immobilier. Et puis, par exemple, les bâtiments de l'EPFL, c'est des bâtiments de la Confédération, donc là, on doit suivre les directives. Par contre, tout le reste, les bâtiments cantonaux, c'est les cantons qui sont responsables, et les bâtiments privés, ce sont les privés qui sont responsables. Il n'y a que le canton du Valais, c'est le canton en plus c'est cantonal, donc le canton du Valais qui a édicté justement ces directives. Pour les nouveaux bâtiments, c'est obligatoire, quel que soit finalement le propriétaire, de construire un nouveau bâtiment parasismique parce qu'il y a un besoin de rendre un rapport. Par contre, sur les bâtiments existants, c'est pas aussi clair que ça. C'est dès qu'on touche la structure porteuse ou dès qu'il y a un investissement qui dépasse une certaine limite de l'ordre de 100 000 francs. Ce qu'il faut aussi dire, peut-être à ce sujet-là, donc c'est une difficulté qu'on a, peut-être que vous ne l'aurez pas parce que c'est plus directive. Chez vous, il y aura peut-être plus de facilité, je ne sais pas, c'est possible. Mais ce qu'il faut aussi dire, que je n'ai pas dit dans la présentation, c'est que même si on est en dessous de 0,25, on doit renforcer. Donc, par exemple, la Confédération a fait ça sur ses bâtiments militaires. Arma Suisse est un grand propriétaire immobilier. Il s'est posé la question, mais est-ce qu'on peut encore utiliser le bâtiment? Est-ce qu'il faut évacuer les soldats? Alors non, là aussi, le séisme ne revient que tous les 500 ans. On sait que le bâtiment n'est pas bon. Il faut faire un projet de renforcement, mais il y a un délai qui est laissé de l'ordre de 5 à 10 ans pour implémenter le renforcement. Si le séisme intervient dans l'intervalle, c'est que vraiment on n'a pas eu de chance, mais il y a quand même un délai qui est laissé dans le cas où on est en dessous de 0,25. Donc il y a tous ces étages où finalement il y a relativement peu d'impact, et dans les autres cantons, au-delà du Valais, où il n'y a pas d'obligation, c'est un des grands problèmes, c'est qu'il n'y a toujours pas de contrôle. Et au niveau des bâtiments neufs en particulier, il y a toujours des bâtiments, quand on regarde les chantiers, on se pose la question s'il y a eu vraiment de réflexion sismique. Et ça, c'est dommage, parce que sur le neuf, il ne faut pas transiger. On peut intervenir et ça ne coûte rien. Une autre question ? Oui, c'est une question et c'est une remarque, puisque donc, je ne sais pas si vous savez, je suis au Teil, là où il y a eu un séisme, et c'est vrai que la question se pose, de quand on reconstruit, est-ce qu'il faut reconstruire aux normes parasismiques, sachant que c'est quasiment que de la rénovation, puisqu'il y aura à peu près une quarantaine d'immeubles qui vont être effondrés et reconstruits, tout le reste, ça va être de la réhabilitation, avec des fonciers qui ne valent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on faut savoir que les coûts de rénovation sont plus chers que la valeur vénale des immeubles. Donc, il n'y a pas de dispositif d'aide pour le faire, il n'y a pas d'obligation non plus. Donc c'est vrai qu'on est confronté à cette question-là, mais y compris sur les bâtiments publics. Je crois que Marc Givry va y revenir, mais de se dire à un moment, quand on refait un bâtiment, on dépose un permis, on est obligé de faire l'accessibilité handicapée, c'est très bien. On est obligé, ou en tout cas, en plus on a la volonté d'isoler les bâtiments parce qu'on sait qu'on a la contrainte, et aujourd'hui encore plus, de qu'est-ce qu'on fait. Et c'est vrai que comme ça, c'est ni obligatoire et ni financé. C'est vrai que ça passe après, quoi, clairement. Alors, c'est peut-être mal, mais donc après, je ne sais pas si vous, en Suisse, ça aussi, cette question, elle est prise en compte, c'est-à-dire à un moment, est-ce qu'il y a une incitation financière pour finalement aider, parce que c'est peut-être vénal, mais le choix, est, dans le public comme dans le privé, il se fait sur, d'abord, on met aux normes obligatoires, on fait là où il y a des financements, et pour l'isolation thermique, il y a des financements. Et finalement, le reste, comme les travaux pour mettre aux normes parasismiques sont des fois plus chers que la valeur vénale du bien, c'est pas fait, quoi. Et après, la dernière chose, c'est la remarque, c'est que finalement, au Teil, la norme, c'est effectivement que le bâtiment s'effondre pas et permette aux gens de sortir. Donc, à quelque part, tous les bâtiments du Teil sont aux normes jusqu'à 5,4. Après, et avec un séisme de 1 km de profondeur. Après, voilà. Mais pour autant, c'est vrai que c'est une vraie question, quoi. Cette question du financement et de comment on incite. Alors, on n'a pas eu de cas, évidemment, en Suisse sur lequel on peut s'appuyer, mais si on considère justement des bâtiments existants qu'on rénove,
On prendrait exactement la démarche basée sur le risque. On n'irait pas en dessous justement d'une limite, de 0,25 ou de 0,3, on peut la fixer comme on veut. Mais ensuite, pour aller plus haut, on testerait quand même l'efficacité du renforcement. Parce que d'exiger un 100% sur tous les bâtiments, c'est quasiment un autogol. Comme vous l'avez dit, la plupart des bâtiments vont même pas faire l'objet d'une rénovation. Donc on prendrait cette partie-là. L'incitation financière, quelques cantons ont esquissé des volontés de le faire, mais là aussi c'est cantonal, en tout cas de faire l'évaluation. On n'est pas encore au niveau de la rénovation, mais de faire l'évaluation sismique. Ça pose des problèmes, parce qu'après il y a des questions de concurrence et puis des questions de... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en Suisse, au niveau de l'incendie, on a des établissements cantonaux d'assurance incendie, qui sont des monopoles d'État cantonaux, qui permettent de faire l'assurance incendie et qui, logiquement, devraient reprendre les problèmes sismiques. Mais il n'y a pas encore les compétences juridiques qui ont été adaptées. Et il y a des velléités de vouloir justement financer, en tout cas les études. Mais pour l'instant, ça s'arrête au niveau justement de la concurrence. Les assurances privées ne sont pas d'accord que l'État finance ce genre d'investigation. Mais en tout cas, au niveau, tant que ça reste un bâtiment existant qui est rénové, moi je pense qu'on peut être raisonnable, pragmatique, se mettre un minimum de résistance. Comme vous dites, vos bâtiments, ils ont rempli en fait les conditions de la norme, puisque les gens ont pu sortir. Alors, je ne sais pas à quel niveau se situait le séisme que vous avez eu. Probablement, il était plus bas que celui de la norme. Mais dans ce sens-là, ils ont fait leur office. Donc, on pourrait imaginer d'avoir un minimum, puis ensuite de faire le supplément, le surplus, seulement dans les cas importants. Vous avez cité tout à l'heure les écoles. Je pense que là, il ne faut pas hésiter non plus. Il faut renforcer les écoles parce que c'est des bâtiments stratégiques, ou la mairie, comme vous l'avez expliqué, qui est devenu un bâtiment stratégique dans les opérations post-sismiques. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Encore une question, puis après on passera au décor. Merci. Commandant Bernard Gâteau du SDIS de l'Isère. Vous évoquiez tout à l'heure que c'était l'ingénieur chargé de la conception des bâtiments qui choisissait finalement s'il appliquait des règles ou pas. Est-ce que par la suite, vous pouvez nous dire si donc, sa responsabilité peut être engagée, que ce soit juridiquement ou pénalement, ou vis-à-vis des assurances, comment ça peut se passer également? Alors, effectivement, le problème dans le cas sismique, c'est qu'on ne voit pas le défaut. Le défaut, il va se révéler uniquement en cas de séisme. Et normalement, nos normes, actuellement, sont au niveau. On a des prescriptions sismiques. Mais si l'ingénieur ne les suit pas, on ne va pas le voir. Le bâtiment n'aura pas de dégâts. Si l'ingénieur ne fait pas ça au niveau du vent, s'il décide de ne pas faire un dimensionnement au vent, ça se verra assez rapidement. Il y aura un vent important et puis on aura des dégâts. Et à ce moment-là, le maître d'ouvrage pourra se retourner contre l'ingénieur. Oui, il y a des possibilités, mais il faut qu'il y ait un événement pour qu'on mette en évidence. Mais en tout cas, chez nous, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau responsabilité, c'est le maître d'ouvrage qui est responsable. D'après le Code des obligations, donc notre législation de base, le maître d'ouvrage est responsable de la sécurité de son bâtiment. Donc aussi au niveau des bâtiments existants, le maître d'ouvrage devrait le mettre à niveau, sur la base justement d'une évaluation basée sur le risque, c'est-à-dire au moins d'assurer le seuil minimum. Mais pour l'instant, c'est toujours la même chose dans les cas juridiques, tant qu'il n'y a pas eu de cas et qu'il n'y a pas de jurisprudence, il n'y a rien qui se passe. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut présenter comme un épouvantail pour essayer de motiver les ingénieurs à mieux faire. On va plutôt par un autre biais, par la formation, pour essayer d'accentuer la motivation. L'événement peut être tellement décalé dans le temps par rapport à la construction, finalement. Oui, peut-être même l'ingénieur n'existera plus, oui, c'est effectivement, ouais. Ou même le bureau n'existera plus, oui, ça c'est effectivement. Mais le maître de l'ouvrage sera responsable, c'est sûr. Enfin, je veux pas. Il y a des gens plus spécialisés que moi dans la salle pour parler de ça, mais de manière générale, en France aussi, le maître d'ouvrage a sa responsabilité, bien évidemment. Mais en effet, on l'a vu dans un certain nombre de cas, elle peut être partagée, notamment par les organismes de contrôle et autres intervenants.
Oui. Bon, nous, on ne connaît pas la garantie d'Esnal, par exemple. Elle n'existe pas en Suisse. Mais si l'ingénieur a fait une faute grave, et ce serait une faute grave de ne pas suivre les normes, à ce moment-là, il serait responsable. Mais il faut mettre en évidence le cas, ce qui sera fait en cas de séisme.